Très bien, nous reprenons nos travaux. Merci messieurs de répondre à notre invitation. Donc, vous représentez l'Association des familles homoparentales, l'ADFH. Monsieur Alexandre Hurwitz, bonjour. Vous êtes coprésident et monsieur François Réco, vous en êtes le responsable de la commission politique. Nous avons 3 quarts d'heure devant nous, donc je vous propose 15 minutes, 20 minutes à parler entre vous et puis ensuite nous procéderons à un échange avec les parlementaires. Je vous en prie. Merci. Monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, jeune association, l'ADFH, l'Association des familles homoparentales, s'est créée sur un constat de carence. Carence de droits pour nos enfants, carence de représentation nationale des familles homoparentales, carence de visibilité des foyers homoparentaux, carence de prise en compte de la diversité familiale. Organisée autour de 3 pôles, le service aux familles et aux enfants, le service à tous, les pouvoirs publics, interlocuteurs reconnus de premier plan pour le gouvernement, les étudiants, les chercheurs, et enfin le 3e pôle, le militantisme. L'ADFH est majoritairement composée d'hommes, ce qui lui confère une position singulière au sein de la représentation associative homoparentale. C'est notamment grâce à l'ADFH que l'homoparentalité est dorénavant inscrite au programme des terminales L, une première dans l'histoire de l'éducation nationale. C'est grâce à l'ADFH que de nombreux journalistes ont pu directement interviewer nos familles, réaliser des documentaires et des films. Notre visibilité est une clé essentielle de la compréhension de nos problématiques par la société. Aujourd'hui, l'ADFH, c'est 1000 adhérents en 2 ans sur le territoire national. À 5 semaines de la présentation du texte par l'Assemblée nationale, on aura tout entendu dans ce débat pour le mariage et l'adoption pour tous. Tout et son contraire. Des psys du même service qui s'opposent en direct, on ne nous aura pas épargnés. Voilà des dignitaires religieux qui voudraient profiter de l'aubaine qui leur est offerte pour renforcer leurs troupes en prétendant que leur religion est l'arche de Noé de notre monde en plein naufrage. Voici des mères qui refuseraient d'être mères. Voici des hétérosexuels qui craindraient de devenir homosexuels. Des militants LGBT qui nous reprochent de nous hétéronormaliser. Un médecin qui ferait accoucher des gays femelles. Des élus qui menacent l'arrivée des mariages consanguins, de la pédophilie, de l'inceste, et puis encore des religieux qui prédisent l'avènement de la zoophilie. Un député qui déclare que nos comportements sont inférieurs moralement, une autre qui prédit des unions avec les animaux. On nous croit capables de dynamiter, d'ébranler les fondements de notre société. Un sénateur déclara que l'homosexualité sera responsable de l'anéantissement de toute l'humanité en 10 ans. Un député renchérira en affirmant que nos enfants seront des terroristes. Le mariage pour tous serait une supercherie, une négation des sexes. Oui, mesdames et messieurs les députés, on aura tout entendu et on aura enfin illustré ce qu'est l'homophobie du XXIe siècle, une propagande qui se voudrait bien pensante et rédemptrice. Est-ce donc cette France que nous devons transmettre à nos enfants ? Cette France de la division, cette France des peurs brandies, cette France embéguinée, cette France où des familles nient l'existence d'autres familles. Discriminer, ce n'est pas défendre une idée politique, religieuse ou morale, c'est tout simplement discriminer. José Luis Zapatero, le 4 décembre 2012, c'était avant-hier. Peut-être aurions-nous dû commencer par écouter nos enfants nous appeler Papa Jérôme et Papa François, ou encore Maman Sophie et Maman Julie. Nos enfants jouent avec ceux de nos détracteurs dans la même cour de récréation. Ils chantent à la chorale dans un même chœur. Ils sont en colonie de vacances sous le même toit. Ils se font baptiser, prient dans les synagogues libérales. Nos enfants entendent tous ces mots. Ceux que les parents de leurs copains leur racontent le soir en regardant le journal télévisé. Nos enfants regardent cette photo montrant un homme aux couleurs arc-en-ciel tirant sur une famille avec des enfants. Ces mêmes couleurs que tous les enfants dessinent sur les murs des écoles. Que leurs parents soient homosexuels ou pas, les couleurs sont les mêmes pour tous les enfants. Les homosexuels, ce n'est pas uniquement les autres. Nous provenons d'unions hétérosexuelles, faut-il le rappeler ? Croyez-vous franchement que nous serions prêts à tirer sur nos parents, à tirer sur ce modèle familial qui nous a fait ? Et puis il y a ce fameux moment où parfois un de nos enfants nous demande « Mais pourquoi il a dit ça le monsieur ?»
La réponse à cette question relève de votre responsabilité. C'est votre responsabilité de député qui doit répondre à cet enfant qui s'interroge sur la reconnaissance de sa famille dans notre société. Devra-t-il être regardé par ses copains comme vivant dans une famille de sous-catégorie, comme les bâtards autrefois ? Devra-t-il être celui dont on se moquera puisque ses parents seront des sous-parents ? Est-ce que mes papas ont le droit de s'aimer puisqu'ils ne peuvent pas se marier, nous demande-t-il. Votre vote doit permettre à tous les enfants de France d'être d'abord regardés comme des enfants et non comme un concept que les turiféraires jugent fantaisiste. Des enfants avec les mêmes droits, les mêmes protections que les enfants issus de couples mariés. Qui sommes-nous pour interdire qu'un enfant puisse être protégé par ses deux parents ? Qui sommes-nous pour dire si un tel est meilleur parent qu'un autre uniquement parce que notre jugement se fonderait sur l'orientation sexuelle ? Qui sommes-nous ? Nous sommes tous des hommes, avant d'être des juifs, des arabes, des catholiques, blancs, noirs, métis, des nains, des grands, des sportifs, des handicapés, des hétérosexuels ou des homosexuels. Nous sommes des hommes qui naissent et doivent demeurer libres et égaux en droit. Vous vous rappelez ? Mais aujourd'hui, notre République ne protège pas tous ses enfants. Qu'ils soient 30 000 ou 300 000, les enfants élevés dans les familles homoparentales n'ont qu'un parent, le parent légal. Protéger nos enfants, c'est permettre, dans le cadre de ce projet de loi, l'adoption de l'enfant du parent légal par son conjoint ou sa conjointe de même sexe. Est-ce si compliqué de protéger des enfants ? Est-ce un effort insupportable que de leur permettre d'être eux-mêmes, de leur montrer que maman Sophie et maman Julie le sont aussi à l'extérieur de la maison ? Alors j'entends certains nous dire « mais vous avez déjà la délégation partage d'autorité parentale de 2002, c'est déjà bien, non ?» Ainsi, parce que nous sommes homosexuels, nous devrions toujours nous justifier pour être parents. Préparer un long dossier de témoignages, passer devant un juge avec un résultat aléatoire selon l'endroit et la tolérance, obtenir une délégation qui s'éteindrait automatiquement à la majorité de l'enfant ou au décès du parent légal, qui d'ailleurs pourrait aussi la retirer quand bon lui semble, à tout moment s'il se sépare de son conjoint par exemple. Et puis surtout, ne rien transmettre, ni le nom de famille, ni le patrimoine. Ne pas transmettre ce que nos parents nous ont transmis. Briser cette chaîne d'union familiale. Mais qui accepterait d'être un parent strapontin dans cette salle ? On ne construit pas une famille avec des rustines. Une famille, c'est une preuve d'amour, un acte d'engagement et de transmission. Alors bien sûr, ce texte n'est pas parfait. Certains voudraient qu'il ne s'appelle pas mariage tout en offrant les mêmes droits, d'autres n'en veulent pas, d'autres auraient préféré qu'il donne immédiatement la réponse à des questions légitimes, comme la réforme de la filiation, la présomption de parentalité, le statut du tiers, l'accès à la PMA pour les lesbiennes, un débat sur la GPA, une pluriparentalité, la levée de l'anonymat pour les tiers donneurs, qu'une famille soit une famille que les parents décident de se marier ou non. Oui, nous pourrions tous tergiverser sur ce texte et dire que ce texte n'est pas celui que nous voudrions exactement. Nous sommes également de ceux qui pensent qu'imposer un statut marital pour se voir être déclaré parent est absurde. Depuis la réforme de 2005, la République a accepté que la famille puisse se faire en dehors du mariage, en mettant à égalité enfants adultérins et enfants légitimes. Alors pourquoi se marier pour être reconnu parent uniquement quand on est homosexuel ? Quelle idée de subordonner la filiation en fonction du mode de vie ? Tu veux être papa, mets ta bague au doigt. C'est ça la liberté ? Mince, je croyais que le mariage était un choix venant des individus, pas une obligation imposée par la société pour être reconnu parent. Car il faudrait se marier, adopter l'enfant du conjoint et divorcer ensuite pour ne conserver uniquement que le lien filial pour celles et ceux qui souhaiteraient vivre en union libre ou pacsée. Étrange cheminement pour être reconnu parent. On ne le répétera jamais assez. Ce qui fonde la filiation, c'est l'engagement parental, ce n'est ni le statut marital, ni le biologique. Rappelons ici l'avis numéro 100 du 4 octobre 2007 du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, le CCNE. Il nous dit « L'erreur est de laisser penser qu'en retrouvant le gène, la filiation serait atteinte. La filiation passe par un récit, une parole, pas par la science. L'identité d'une personne
et la nature de ces liens familiaux ne peuvent se réduire à leur dimension biologique. Autre point. Exemple de cette femme morte en couche, dont l'enfant irait à la DAS, puisque sa conjointe devrait patienter environ 14 mois pour obtenir son jugement d'adoption. Que se passera-t-il si le parent légal décède pendant la longue période de la procédure d'adoption de l'enfant par son conjoint? Seriez-vous d'accord d'adopter vos propres enfants lorsqu'ils atteignent 1 ou 2 ans et de n'être rien avant? Quel concept étrange! Qui pourrait justifier que la filiation d'enfants issus de familles homoparentales s'établirait par jugement d'adoption bien après la naissance, alors que pour un couple hétérosexuel ayant eu recours à la PMA, elle est consentie auprès d'un juge ou d'un notaire avant la conception? Qui pourrait justifier qu'une famille dépose une requête auprès du TGI, subisse une enquête de police, patiente parfois 1 an et demi pour obtenir le droit d'être reconnue comme une famille avec 2 parents, uniquement parce qu'ils sont homosexuels? C'est une discrimination. Il faudra bien reconnaître à un moment ou un autre que la filiation s'établit à la naissance et qu'on n'adopte pas son propre enfant. En l'état de ce projet de loi, notre République va aussi ségréguer les couples mariés entre eux pour l'accès à la PMA. Il y aura les gentils hétérosexuels infertiles qui y auront droit et les méchantes lesbiennes qui, punies, continueront à prendre le train pour vivre un exil procréatif en Belgique ou en Espagne. Est-ce cela l'égalité? L'Europe, c'est aussi chez nous, que vous le vouliez ou non. Oui, ce texte n'est pas parfait, mais chaque matin, lorsque nous nous réveillons et nous nous émerveillons de voir nos enfants au petit déjeuner, nous voulons une seule chose, la même chose que tous les parents, les aimer et les protéger. Alors cessons de tergiverser, et puisqu'une marche de l'escalier de l'égalité s'offre à nous, gravissons-la. Pendant que certains réclament soudainement des débats qu'ils ont été incapables de mener dans leur rang depuis le Pax, nos enfants grandissent dans l'insécurité. Il y a un moment où le politique doit agir, où il sait que reculer met en danger la sécurité des enfants. Voter ce texte, c'est voter pour la sécurisation de nos enfants. Agissez comme si cela concernait vos propres enfants. Nous n'avons pas choisi d'être homosexuels. Pourquoi notre orientation sexuelle devrait-elle dégrader le niveau de protection de nos enfants? Que diriez-vous si aujourd'hui nous restreignions des droits aux enfants de juifs ou d'arabes, de couples métis? Est-ce cette république que vous voulez? Vous savez bien que la république des castes est un oxymore. Nous réclamons ce droit à l'indifférence car nous faisons famille comme vous faites famille, en nous engageant. Nous avons les mêmes joies, les mêmes angoisses. Mais il y a le regard que la société porte sur les familles traditionnelles et celui qu'elle nous réserve. Ce regard, c'est celui qui blesse lorsqu'on nous opposera notre orientation sexuelle à la capacité d'aimer nos enfants. Ce regard, c'est celui d'un chef de service qui refusera de laisser partir un enfant de l'hôpital car seulement accompagné par sa seconde maman. Ce regard, c'est celui de l'officier de l'état civil qui nous dira qu'en France, on ne reconnaît pas la filiation de tel ou tel autre enfant né par GPA à l'étranger et pourtant d'un père français. Oui, aujourd'hui, on estime pour les couples gays français à 300 le nombre d'enfants nés par GPA par an. La France a l'attitude la plus répressive en la matière concernant son refus de transcrire des actes de naissance de ses enfants nés par GPA à l'étranger. Même l'Allemagne, connue pour sa rigidité en matière de nationalité, transcrit ces actes de naissance. La GPA est interdite en France, la GPA est diabolisée en France. Ceux qui ne savent pas parlent et ceux qui savent se taisent de peur d'être inquiétés. C'est pour cette raison qu'il faut en débattre, pour éviter les dérives humaines que nous connaissons tous. Ces dérives contre lesquelles nous nous érigeons en premier pour dissuader les parcours qui ne respectent pas la dignité humaine et qui conduisent effectivement à la marchandisation du corps de la femme. Lorsque des couples se rendent dans des pays qui pratiquent d'une manière légale, encadrée et éthique ces parcours, comment la France pourrait alors renier ses enfants de parents français en refusant de leur accorder le droit d'exister, d'être reconnus par leur père, PAIRS, et par leur père, PERES, français? Maintenir cette idée, c'est accepter d'instaurer une discrimination en fonction de l'origine procréative de nos enfants. En d'autres termes, dis-moi comment tu as été fait, je te donnerai plus ou moins de droits. Ce principe est contraire à toutes les conventions de protection de l'enfance.
Est-ce cela la terre des droits de l'homme qui naît libre et égal en droit? Ne pas mettre à égalité les enfants dès la naissance, c'est tout simplement irrecevable et incompréhensible. Un enfant est un enfant. Devrions-nous ressortir certains signes de distinction que d'autres enfants ont portés à la boutonnière en d'autres temps pour s'assurer qu'ils avaient bien moins de droits que les autres? Dois-je vous faire un dessin? C'est cela la discrimination à la naissance. La DFH souhaite que les promesses du candidat François Hollande soient tenues en matière de régularisation de nos petits fantômes de la République. Ne pas mettre les enfants à égalité, c'est aussi refuser que le congé d'accueil de l'enfant tel que voté ce 4 décembre, avant-hier, par l'Assemblée nationale soit applicable pour le conjoint du papa. Un enfant élevé par 2 hommes a autant le droit de voir ses papas prendre un congé d'accueil pour prendre soin de lui que s'il était élevé par 2 femmes. Il faut amender ce texte au plus vite. L'association des familles homoparentales n'est pas acceptée à l'UNAF à travers l'UDAF de Paris. Elle refuse de nous affilier après 3 tentatives en 2 ans, car voyez-vous, avoir des adhérents homosexuels et parents n'est pas compatible avec leur statut. Voilà la réalité aujourd'hui. Voulons-nous continuer à avoir des familles qui excluent d'autres familles ou voulons-nous les réunir? Si nous voulons donner à tous les enfants la même chance de s'épanouir, de s'ouvrir à une société plurielle, de regarder la différence comme une richesse et pas comme un flingue pointé sur le futur, vous voterez et amenderez ce texte et nous aurons alors tous fait un grand pas pour eux. Ce texte est bien au-delà de l'engagement politique. Votre vote ne doit pas être confisqué par votre orientation politique. Projetez-vous donc dans 5 ans, lorsque nous nous souviendrons de ces instants qui font de vous des hommes et des femmes qui marqueront l'histoire. Là où d'aucuns tâtonnent à qualifier d'homophobie certains propos, j'affirme qu'aucune hésitation ne sera faite et rétrospectivement, nous aurons tous honte d'avoir pu laisser dire ou laisser faire ce que je vous ai rappelé en introduction. Ce que je sais, c'est que dans 5 ans, nos enfants nous diront « C'était vraiment comme ça à ton époque ?» L'anthropologue médaillé d'or du CNRS, Maurice Godelier, nous disait en décembre 2010 que l'homoparentalité constitue une évolution irréversible dans notre société. Il vient d'ajouter en novembre 2012 que c'est le résultat de 4 évolutions indépendantes. La reconnaissance progressive que l'homosexualité est une sexualité autre mais normale, l'émergence d'un nouveau statut de l'enfant, l'apparition de nouvelles technologies de la reproduction, et enfin le fait que dans une démocratie, les minorités peuvent revendiquer des droits nouveaux. À partir de là, il est devenu possible et nécessaire d'accorder aux homosexuels de vivre légalement leur sexualité, et pour ceux qui le désirent, de pouvoir élever des enfants. Celle qui a succédé à Claude Lévi-Strauss au Collège de France, l'anthropologue Françoise Héritier, précise en 2009 que le mariage homosexuel n'est donc ni une rupture, ni l'affranchissement individuel de normes pensées comme naturelles, ni un contresens par rapport aux exigences fondamentales de la société, la cohabitation paisible et fructueuse avec les autres. L'extension de droits ne remet pas en cause les fondements d'une société. En revanche, une société qui ne se remet pas en cause ne peut évoluer. Nous avons longtemps cherché le point commun de nos opposants, ce qui pouvait justifier ces rejets face au projet de loi et manifester souvent des propos intolérables. Au fond, ces gens craignent pour leur propre identité. Ils ont l'impression qu'ils sont attaqués au fond d'eux-mêmes, car nous mettre à égalité avec eux, ce serait les rabaisser. Ils confondent égalité et identité. Cela semble viscéral car cela provient de notre éducation. Cela provient surtout de la manière avec laquelle notre République regarde la différence et considère les minorités. À toutes ces personnes qui craignent pour elles-mêmes, je voudrais partager cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui nous dit « Je crois que la liberté est celle de l'ascension de l'homme. Égalité n'est pas identité. La liberté n'est pas l'exaltation de l'individu contre l'homme. » C'est aussi ça la laïcité. La liberté dans l'égalité. Le libre choix dans la République, c'est la laïcité. Un enfant qui peut bénéficier au même titre que son copain du même service public, c'est la laïcité. La laïcité, c'est la séparation de la sphère publique et de la sphère privée. Il n'y a pas d'objection de conscience en matière de laïcité dans la sphère publique,
puisque les lois de la République s'appliquent à tous. L'homophobie n'est pas une opinion, c'est un délit pénal. Ce sera peut-être un de vos propres enfants ou petits-enfants qui un jour sera fier d'avoir eu un parent qui a voté ce texte pour lui permettre de vivre heureux comme vous avez pu vivre ou vivez heureux mariés. Vous lui permettrez de sécuriser ses propres enfants comme lui-même l'a été au sein de votre famille. Être un parent, être un politique, c'est être responsable. Permettez-moi de conclure avec Albert Einstein. La personnalité créatrice doit penser et juger par elle-même, car le progrès moral de la société dépend exclusivement de son indépendance. Alors si vous hésitez encore, émancipez-vous des dogmes et de vos préjugés avant d'accepter ou non de protéger nos enfants, qui sont aussi vos enfants, ceux de la République. Nous ne voulons pas rompre avec nos propres familles. Nous voulons simplement transmettre ce que nous avons reçu, c'est-à-dire la vie. Nous ne voulons pas rompre la société, nous voulons qu'elle nous épouse pour que nos enfants puissent encore plus l'aimer. Je vous remercie. Merci, Monsieur Hurwix. Monsieur Rico, vous voulez rajouter quelque chose rapidement, peut-être qu'on laisse le temps. Oui, très rapidement. Bonjour, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les rapporteurs. En une phrase, pour conclure, puisqu'on a choisi de laisser le discours d'introduction à Alexandre, juste vous lire ce texte. Lorsqu'elle s'ouvre à tous sans discrimination, les institutions républicaines portent un message. Elles portent un message d'encouragement à ceux qui attendent un signe de la République pour vivre leur vie sans crainte ni dissimulation. Elles portent un message de dissuasion à ceux qui, à la maison, à l'école ou au travail, dans la rue, se rendent coupables de violence à l'égard de ceux qu'ils jugent inférieurs parce que leur orientation sexuelle est minoritaire. J'ai choisi ce texte parce qu'aujourd'hui, ce texte a été écrit le 6 mars 2012, c'est-à-dire il y a précisément 9 mois, le temps d'une gestation pour qu'il arrive jusqu'à cette table. Et son auteur, c'est le président de la République, qui à l'époque n'était que François Hollande. Et je pense qu'il vient nous permettre d'ouvrir le débat, en fait, et de porter les arguments que l'Association des familles homoparentales est venue représenter ici. Très bien, merci Monsieur Rico. J'ai quelques questions pour ma part. Vous avez dit que votre association représentait essentiellement des hommes, d'où peut-être l'acuité de votre intervention sur la gestation pour autrui. J'ai deux petites questions. Concernant la gestation pour autrui, quel message vous pouvez donner à vos adhérents qui viennent vous voir dans un projet parental, enfin pour un projet parental, et qui veulent s'orienter vers la gestation pour autrui? Quel est le message que vous, ADFH, vous leur portez? Quels conseils vous opérez? Deuxième question, est-ce que vous avez des idées précises, des propositions, nous y réfléchissons, mais des idées précises, des propositions sur l'intégration dans l'état civil français des enfants nés par GPA à l'étranger? Une question plus sur la coparentalité. Pourquoi ce choix? Pourquoi 2 hommes et 2 femmes vont faire, à la limite, le choix est plus large pour les femmes, donc la question se pose peut-être plus pour elles, mais pourquoi ce choix de la coparentalité? Qu'est-ce qui fait que dans la tête d'un couple, la coparentalité peut être une réponse qui répond à un besoin, évidemment un désir d'enfant, mais peut-être à une manière de faire famille? Et puis peut-être une question qui est plus générale. Vous avez, Monsieur Hurwix, tout au début de votre intervention, opéré une liste de prises de position de ces dernières semaines, de mots que nous avons nous-mêmes eu l'occasion d'entendre, voire même de condamner pour certaines d'entre elles. Je voudrais savoir comment vous vivez ce débat, et est-ce que vous imaginiez 13 ans après le Pacs, et puis une période assez longue où finalement la question, excepté lors du mariage de Bègle en 2004, mais en tout cas n'avait pas suscité autant de réactions et d'organisations, on va dire, contre elle. Est-ce que vous pensiez que nous en serions là aujourd'hui en 2012? Corinne Narassiguin, je vous en prie.
Merci. Je vous remercie d'avoir fait la liste extensive des discriminations auxquelles vous et vos familles font face. Je pense que c'est important que ce message passe et soit bien entendu. Puisque mes collègues de l'opposition ont quitté la salle, je vais peut-être vous essayer quand même de vous donner l'occasion de réfuter certains des arguments qui reviennent de leur côté sur la question de la construction des enfants qui ont de papa ou de maman par rapport à du manque d'altérité sexuelle dans le couple et des conséquences pour les enfants et du mensonge dans lequel ces enfants vivraient. Donc je voulais simplement non pas que je cautionne ces questions, mais je pense qu'il est important que vous ayez l'occasion d'y répondre. Et puisque vous êtes une association où il y a en majorité des hommes et des pères, comment est-ce que vous vivez? Je pense on a vu ça dans d'autres auditions. Il y a un regard différent qui est porté sur les couples de femmes et les couples d'hommes par rapport à la parentalité. Il y a peut-être une discrimination supplémentaire que vous subissez. Et donc, je voulais avoir votre avis sur ces questions. Merci. Monsieur Horvix, peut-être? Je vous en prie. Je vous remercie. Concernant votre question sur la gestation pour autrui et finalement l'accueil de nos adhérents qui souhaitent avoir des informations sur ce parcours, nous fonctionnons uniquement sur des retours d'expérience, c'est-à-dire que c'est une transmission entre des parcours qui ont déjà eu lieu et des parcours qui doivent se produire. Nous avons dans nos statuts un point qui est très important, qui est une dimension éthique. C'est-à-dire que nous considérons et nous soutenons et nous relayons des parcours éthiques, que ce soit dans l'adoption, que ce soit en gestation pour autrui. Nous sommes opposés à la gestation pour autrui en Inde ou en Ukraine ou dans les pays de l'Est où les femmes sont utilisées effectivement comme une valeur marchande, et nous considérons que les retours d'expérience que nous avons eus dans ces pays ne permettent pas de relayer cette information aux nouveaux entrants. Donc quand des nouveaux adhérents viennent, les informations qui sont données sont celles de parents qui sont devenus parents par le Canada et les États-Unis pour la très très grande majorité. Sur votre question sur la méthodologie pour régulariser les petits fantômes de la République, nous travaillons avec le gouvernement pour avoir une piste beaucoup plus sur une notion d'instruction ou de circulaire qui serait transmise au consulat afin d'arrêter de suspecter la gestation pour autrui lorsqu'elle est faite dans ces pays où elle est encadrée, où la femme ou la famille qui rencontre une famille en constitution ou la famille existante, celle de la mère porteuse qui rencontre une famille en constitution, est une aventure humaine et totalement différente d'une histoire où finalement on ne va même pas rencontrer cette femme qui va porter l'enfant qu'on va garder et on n'aura plus de relation avec cette femme. C'est quasiment deux GPA qui sont complètement différentes pour nous. C'est même plus la GPA pour nous, pour vous répondre. Sur... oui, alors... juste avant, tu vas en parler si tu veux, juste avant concernant l'accession à la coparentalité. Vous savez, c'est très très simple. Au début, quand on est homosexuel, on se dit, bah, tiens, pour faire un enfant, il faut une femme. On ne va pas choisir une femme qui est amoureuse de nous parce qu'on va peut-être mettre en danger l'enfant plus tard. On va choisir une femme qui n'est pas amoureuse de nous, qui est peut-être lesbienne. Et c'est comme ça que la coparentalité se forme. Et c'est souvent d'ailleurs un parcours mental qui passe, qui n'est pas forcément accepté, qui peut être refoulé et qui ensuite peut conduire à la GPA, l'IAD ou à l'adoption. Donc c'est simplement quelque chose de, j'allais dire, physiologique. L'homme se rapproche de la femme pour procréer. Sur les injures, oui, je les ai rappelées. Je les ai rappelées parce que nous n'admettons pas que lorsque des enfants regardent la télévision, que lorsque des enfants ouvrent des journaux, à 15 ans, on peut ouvrir un journal, on peut lire les grands quotidiens, nous n'admettons pas ces phrases, ces insultes qui sont propagées par des élus de la République. Nous considérons que c'est une offense à la République. Nous considérons que ces hommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, seront regardés dans 5 ans, seront soulignés et seront sans ambiguïté décrits comme des homophobes. Et je n'ai absolument pas peur de dire cela. Et pour répondre aux absents,
puisqu'ils n'ont pas toujours raison. Nous poursuivons ceux qui ont effectivement des remarques qui sont homophobes. Seulement, écoutez, la justice, ça ne fonctionne pas en 3 mois. Donc, il y a certains propos qui sont poursuivis. Il y a des députés qui ont des immunités. Vous savez bien de quoi je parle. Donc, c'est très compliqué de faire ça. Par contre, il y a des maires, il y a des autres cas où nous avons poursuivi. Mais pour l'instant, on garde ça au sein de notre association. On le rendra public le moment venu. Je te laisse juste continuer. Je voudrais juste parler de l'altérité sexuelle, effectivement, qui est souvent un argument, et le mensonge fait aux enfants. Alors, j'ai une petite aparté, parce que sur le mensonge fait aux enfants, il faudrait d'abord parler de la situation actuelle sur la PMA et l'adoption plénière, puisque, je vais prendre votre exemple, si vous le permettez, le monsieur rapporteur, mais vous pensez être le fils de vos parents, mais vous n'êtes peut-être pas le fils de vos parents biologiques, puisque si vos parents vous ont adopté plénièrement, vous ne savez pas qui sont vos parents biologiques. Vous ne le savez pas. Eux le savent. C'est à eux de décider ou non de lever ce secret. Aujourd'hui, la République institutionnalise ce mensonge sur les épaules des parents, et c'est aux parents de se débrouiller. Même exemple sur la PMA, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure, en cas d'un don de sperme, sera né l'enfant réputé né du mari, de la femme, et absolument pas sera dévoilé le donneur de sperme. Donc le mensonge, il existe déjà. Alors bien sûr qu'il existe. Et justement, nous sommes ceux et celles qui voulons lever l'anonymat. Nous sommes ceux et celles qui considérons que nous devons répondre aux questions élémentaires des enfants s'ils posent ces questions. Qui suis-je? D'où viens-je? Comment j'ai été conçu? Par qui? Comment j'ai été élevé? C'est simple, c'est les 5 doigts de la main. Il faut répondre à ces 5 questions. Si on ne sait pas répondre à ces 5 questions, alors on parle dans de l'alchimie familiale. Donc le mensonge, il existe déjà, et on ne peut pas mentir à un enfant qui est élevé par 2 papas ou par 2 mamans, comme un couple hétérosexuel blanc adopterait un enfant de couleur, ne pourra pas mentir en disant qu'il provient de son union. Il n'y a pas de différence par rapport à ces situations. Les enfants savent. L'altérité, c'est pas uniquement dans 30, 40 ou 80 mètres carrés. On vit dans une société comme vous. Il y a des nounous, il y a des maîtres, des maîtresses, il y a des parrains, des marraines, des grands-mères, des grands-pères. L'altérité, elle existe, et je dirais plus, l'altérité, elle n'est pas que sexuelle. Elle peut être sociale, culturelle, et elle est souvent bien plus enrichissante. Tu veux peut-être compléter sur... Monsieur Eco. Oui, je voudrais revenir sur une question que vous posiez par rapport aux propositions qu'on pourrait émettre pour l'intégration dans l'état civil français des enfants nés en GPA. À l'association, effectivement, on se base sur le retour d'expérience de nos membres et leurs récits. On observe que tous les pays ne fonctionnent pas de la même façon. Dans certains pays, la GPA est extrêmement organisée et bordée. Et à la naissance de l'enfant, elle donne lieu à une décision de justice, c'est-à-dire que l'extrait d'acte de naissance est validé par un juge, ce qui établit la filiation. Nous demandons l'application des conventions internationales, et que, dans le cadre des GPA, seuls soient transcrites les extraits d'acte de naissance validés par des juges. En cela, je reprends toujours ma lettre incubée depuis 9 mois, où François Hollande disait sur les familles homoparentales à l'étranger: lorsque notre droit reconnaîtra les mariages des couples de même sexe et les filiations établies entre un enfant et ses 2 parents de même sexe, la situation juridique de ces couples et de ces familles, telle qu'elle a pu être antérieurement établie à l'étranger, sera reconnue par les pouvoirs publics français. Je rappelle aussi à la majorité actuelle à l'Assemblée nationale comme au Sénat que c'est sur cet engagement que vous avez été élu, et la DFH ne demande que l'application de cet engagement. Enfin, pour répondre à votre question sur le regard entre les papas et les enfants et les familles avec les mamans et les enfants, vous avez tout à fait raison. La France est un pays qui considère que la maternité, la jeune période qui est entre 0 et 3 ans, c'est la maman. Vous avez une maman qui se présente sans son papa, c'est pas très grave. Vous avez un papa qui se présente sans sa maman, c'est une catastrophe. Il faut l'aider, il faut l'entourer, il faut le protéger, etc. Ça, c'est le regard que nous avons dans la société.
C'est-à-dire qu'on nous croit impotents, on nous croit peut-être non pas invalides, mais en tout cas inférieurs dans notre capacité à élever un enfant. Alors, on voit bien, en tout cas on le voit dans les associations homoparentales, on le voit aussi dans les études, je crois qu'on aime nos enfants comme les mamans aiment les leurs et qu'il n'y a pas de différence et qu'il ne faut surtout pas commencer à regarder cela uniquement dans les familles homoparentales. Les familles monoparentales existent, il y a plein de cas où un papa se retrouve seul, il y a plus de cas où les mamans se retrouvent seules aussi, bien sûr, c'est vrai dans les familles monoparentales, mais encore une fois, ne venons pas mettre une connotation sexuelle sur des situations qui existent déjà depuis tellement longtemps dans notre société. D'un seul coup, le regard se fige, se pointe sur nos cas, alors que ces mêmes cas existent déjà, mais les personnes qui nous interrogent sur ces cas ne feignent en fait de le mettre en évidence. Donc il faut d'abord se regarder soi-même avant de vouloir changer l'autre. Très bien. Sur ces mots de conclusion, je vous remercie infiniment, Monsieur Ravitz, Monsieur Rico, d'être venu cet après-midi à notre invitation. Et puis, nous reprendrons vos textes, je pense, si vous avez l'amabilité de nous les laisser. Très bien. Et ils nous seront utiles notamment pour certains de nos collègues qui n'ont pas pu être là cet après-midi. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci.